je suis heureux d'avoir été invité ici. Je suis content que tout marche du point de vue technique. Mon discours s'appelle Les périphéries du monde, unissez-vous. Aujourd'hui, nous avons un congrès de l'ICA ici à Košice, mais moi je me souviens d'un artiste qui s'appelait Košice et qui est qui est émigré en Argentine. Il était le fondateur d'un groupe à Buenos Aires dans les années 40. Le groupe s'appelait Madi et les membres de ce groupe avaient un air vraiment radical. Et il faisait que tout à l'heure a été fait par Frank Stella. Frank Stella était un des artistes américains les plus célèbres dans ces cadres, et ils sont très célèbres aussi dans le monde de l'art ou de la critique de l'art. Et cet artiste s'appelait Gyula Košice. Personne ne le connaissait, même en Argentine, quand il est émigré, même les collègues, ils ne le connaissaient pas, paradoxalement. Et puis, le groupe Madi, a eu une exposition en 1948 à Paris, mais les critiques français n'avaient pas trop apprécié cette exposition, n'avaient pas donné trop d'attention. Seulement aujourd'hui, dans les années 2000, en 2013, on recommence à apprécier cet art. Quelque chose change dans l'interprétation de la critique de ce type d'art, parce que dans le centre Pompidou à Paris, il y a une exposition permanente de ce groupe argentin. Et bien sûr, cet artiste Gyula Košice, il n'est pas le seul, il n'est pas la seule victime de cette procédé, de ces pensées de la critique, mais il y avait eu plusieurs d'autres artistes de périphérie qui n'ont pas été appréciés, soit dans l'Amérique latine, soit dans l'Europe de l'Est, ou même encore en Afrique. Il y a beaucoup de fois, les critiques ignorent l'art de la périphérie. Et donc ça, c'est un grand défi, surtout pour nous, parce que nous avons une sensibilité particulière pour les périphéries, et nous essayons d'une certaine façon de les réévaluer, ou au moins de mettre en doute la discussion dominante sur l'art occidental. Je pense qu'on peut faire ça de deux façons, de deux manières. D'un côté, on peut le faire d'une façon constructive, et de l'autre côté, d'une façon déconstructive. Qu'est-ce que ça veut dire déconstruction ? Je parlais de ça avant. On parle de provincialisation de l'Ouest, c'est-à-dire qu'il faut concevoir l'Ouest comme une des provinces, comme une des périphéries. Bien sûr, il n'est pas possible de dire que l'Occident n'a pas des influences artistiques. Il y a beaucoup d'influences d'Occident qui viennent d'Occident, mais ils ont aussi une position dominante dans l'histoire de l'art. Alors, il faudrait concevoir l'Occident pas comme la position dominante, mais comme une des périphéries. Nous ne devons pas forcément considérer Paris comme le lieu principal, comme le seul centre du surréalisme, mais on pourrait bien également considérer Prague, par exemple, ou d'autres villes comme d'autres centres du surréalisme, par exemple. Parce que là aussi, il y a eu des publications, des expositions sur le surréalisme. Et bien sûr, personne ne peut mettre en doute la fonction d'André Breton à la naissance, à l'origine du surréalisme. Mais de l'autre côté, il faut aussi regarder les choses d'un point de vue beaucoup plus large. Par exemple, il faut citer Tadeusz Kantor et son événement, son happening. Kantor, il est un artiste qui vit dans la périphérie, dans la ville de Cracovie. Et Cracovie n'est pas trop loin d'ici, de Košice, et donc il faut le réévaluer. Donc cela a été la façon déconstructive. Et puis il y a aussi la façon constructive, c'est une alternative plus compliquée. Qu'est-ce que ça veut dire constructive? Ça va être mon thème principal aujourd'hui.
il faut faire des constructions qui sont horizontales, pas hiérarchiques. Il faut regarder vraiment les ans de l'histoire de l'art et il faut les analyser en profondeur. Il faut regarder les manifestations artistiques qui ont été connectées à ces périodes. J'ai déjà parlé du groupe Madi de l'Argentine et maintenant on peut voir aussi le groupe après la Seconde Guerre mondiale. À partir de 1948, il y avait une période très importante pour l'Europe de changement et c'était des années significatives parce que Madi, le groupe Madi, pour la première fois, a eu son exposition à Paris. Et dans ces années, dans l'Est, commence l'époque de la stalinisation. Donc, des systèmes unilatéraux qui ont leur début en Hongrie, en Pologne, puis même en Tchécoslovaquie. Il y a des véritables coups d'État. Même en Yougoslavie, même si on ne peut pas parler de système socialiste, quand même c'est des systèmes non démocratiques. Et donc c'est le début de la guerre froide. Dans l'Est, on parle exclusivement de réalisme socialiste. Mais par exemple, en Yougoslavie, dans les années 50, on a déjà vu des alternatives artistiques, des courants alternatifs de modernisme. Par exemple, il y a le mouvement post-colonial ou néocolonial et il y a aussi des liaisons entre la Yougoslavie, entre l'Inde et le Pakistan qui à l'époque s'étaient séparés et l'Inde avait obtenu son indépendance et vous voyez ici les artistes progressifs de ce pays. Ces artistes ont commencé à se rencontrer dans les locaux du bureau des amis de l'Union soviétique. L'école Bengal était très importante dans les années 20 au cours de la revitalisation des traditions locales. Et après, c'est le modernisme indien qui est créé dans les années 20 à Calcutta. which combined the local tradition with international modernity, was a part of this strategy of Indian cultural politics. Le modernisme de ce type local qui a combiné le modernisme global avec les traditions locales a été très typique pour des pays différents. Nous pouvons parler aussi de l'année 1947 et de l'Afrique du Sud, le début de l'apartheid. Après, c'est la création de l'Israël en 1948, la Chine communiste qui a appliqué une autre forme de socialisme. Il ne s'agit pas de la même manière ou du même régime comme à l'Union soviétique où certains artistes modernes soviétiques ont influencé la scène moderne de la Chine. C'est assez intéressant comment finalement ce modèle soviétique s'est répandu dans le monde. Dans 3 ans, nous allons organiser le congrès AICA à Cuba. À l'époque, à Cuba, les peintres et les artistes ont travaillé d'une autre façon, mais tout cela a déjà changé. Après, nous devons mentionner aussi la stratégie des États-Unis qui voulaient toujours dominer tout le modernisme, aussi le modernisme abstract. Puis il faut aussi mentionner le projet Marshall, dont l'objectif était de protéger la France et l'Allemagne contre l'influence soviétique.
dans cette période, on note l'influence des films, par exemple, des films américains sur la cinématographie européenne. Il est très intéressant de comparer tous ces processus avec la discussion qui s'est déroulée à l'époque à l'Europe et aussi avec l'histoire de l'époque. À l'époque, nous avons parlé des différends entre deux doctrines. Donc, d'une part, la doctrine socialiste, de l'autre côté, la doctrine abstraite. Donc, l'influence était vraiment globale. Et cette influence, on a pu noter dans le premier, second et aussi tiers monde. Il faut mentionner aussi la révolution en 1952. Sous le régime de Nasserat, les politiques qui étaient très spécifiques et l'art qui a combiné les traditions locales avec le modernisme global qui ont été soutenus par le régime local. La participation des artistes locaux a été soutenue par l'État. Par exemple, pendant la Biennale de Venise, ceux qui ont voulu travailler de façon anti-impérialiste ont essayé de coopérer avec les autres blocs, avec les autres régimes. L'Ouest, l'Amérique du Nord, là, le réalisme a été perçu comme une certaine avant-garde du modernisme mondial. Je peux mentionner la citation qui vient de la période post-stalinienne où le régime a été beaucoup plus libéral. Tadeusz Kantor de Cracovie, qui a été influencé par Pollock et par son travail et par le travail des autres artistes dont les œuvres il a pu admirer à Paris, a commencé à influencer les artistes sur le territoire dans une autre direction. Ces artistes ou les œuvres de ces artistes ont été exposées dans la galerie MoMA. Donc, il faut vraiment souligner aussi l'influence de MoMA. Eva Pokrov en parle. Quelle a été la manière de connexion avec la politique américaine? Dans tous les cas, il faut souligner le rôle de modernisme abstrait aussi dans les autres régions du monde entier au cours des années 50 et à la fin des années 50 en Pologne et aussi en Tchécoslovaquie. Il ne s'agissait pas bien sûr d'une seule approche, mais comme Kokrov l'a déjà mentionné, les artistes polonais aussi, les autres artistes venant de l'Asie, de l'Amérique du Sud, etc., ont perçu Paris comme une certaine capitale mythique du modernisme et pas les États-Unis. Donc, les Américains n'ont pas arrivé à atteindre cet objectif d'influencer tout. Maintenant, revenons au passé. En Argentine, là, les processus étaient différents, très intéressants. On peut les percevoir aussi de façon horizontale. On peut les comparer avec les processus en Pologne dans la période post-stalinienne. Ces processus ont passé une certaine période post-moderniste dans les années 50. Dans ces pays, l'influence de la France a été très notable. Les régimes totalitaires dans les deux pays
ont été terminés à l'époque. En Argentine, c'était le péronisme. En Pologne, c'était le stalinisme. En Argentine, après la chute de Perón, la scène culturelle s'est renforcée, s'est ouverte. À Buenos Aires, c'était la création du musée des œuvres modernes qui est venu. Après, c'était la création du musée moderne des années. Après, la création du premier musée qui a eu lieu. Et puis, il faut mentionner aussi l'Instituto Cuartela qui est présenté une grande incitation du modernisme. En Pologne, il n'y avait pas de création de nouveaux musées, non, mais on a pu noter aussi une certaine institutionnalisation du modernisme. L'une des galeries les plus prestigieuses à Varsovie a ouvert ses portes pour des expositions différentes. Et puis, 2 ans après, à Moscou, les curateurs polonais ont décidé de présenter l'art moderne, abstrait, et pas le modernisme socialiste comme les autres délégations des autres pays du bloc soviétique. Il s'agit vraiment d'un exemple, très intéressant. À gauche, vous voyez l'auteur polonais, donc l'artiste polonais qui a été présenté au cours de cette exposition internationale en 1958 à Moscou. C'est M. Marczynski. Et puis, à droite, vous voyez la satire soviétique. Il y a un homme qui dit « Regardez, il y a quelque chose qui est rompu, qui ne fonctionne pas dans la télé. » Et là, vous voyez finalement le tableau de Marczynski. On dirait que finalement qu'il s'agit de la télé qui ne fonctionne plus. Cela ne revient jamais parce que c'est lié avec l'époque de stalinisme, parce que les pratiques n'étaient plus si fortes. Mais il faut aussi souligner le fait que ces processus s'orientaient toujours plutôt sur Paris, vers Paris, vers la France, pas vers les États-Unis. Le centre de la culture moderniste était Paris pour tous les artistes du bloc soviétique. Et cela est valable aussi pour la Tchécoslovaquie qui a organisé les expositions à Prague. Il y a eu lieu des confrontations entre Prague et Bratislava en 1968. La situation a changé. Tout ce qui s'est déroulé en 1968 était très dramatique, mais je ne vais pas parler en détail de ces événements dont vous êtes au courant, même si les résultats de ces mouvements, de ces événements étaient très importants pour tout le domaine de l'art. Chacun a perçu cette période d'une autre façon, mais je pense que l'essentiel a eu lieu à Paris en 1968. Chez nous, en Pologne, en mars 1968, les événements étaient pour nous beaucoup plus importants. Et puis, il faut bien sûr mentionner aussi le printemps de Prague. La révolution des étudiants en Tchécoslovaquie ou dans l'Europe centrale et orientale n'était pas la base des changements, mais c'était l'invasion des armées du pacte de Varsovie sur le territoire de ces pays qui ont influencé
tout cela. Après, c'est la normalisation qui arrive, éventuellement les processus de normalisation après l'entrée des armées du pacte de Varsovie, exil, stagnation, arrêt du travail pour nombreux artistes. Mais de l'autre façon, on peut dire aussi ce que M. Franco a dit. C'était vraiment bien que les Soviétiques sont venus parce que sinon, s'ils ne sont pas venus, on aurait pu devenir les critiques de l'art. Il y avait une certaine fuite de la notion et des situations typiques de l'art. Je vais mentionner deux exemples. Premier exemple, la bière dans l'art. Donc, la bière dans l'art, Kryžovnická škola, il s'agit des artistes qui ont rencontré dans certaines brasseries pour prendre un verre, pour prendre une bière, et c'était finalement leur façon de vivre, leur façon de présenter l'art. Et puis, c'était un autre exemple, donc la présentation de l'art, par exemple, dans les rues, sur les places, etc. Là, vous pouvez le voir sur la photo à gauche. Donc, il y a une personne qui a arrêté des piétons ou qui a empêché leur circulation avec ses mouvements, avec ses bras. Il s'est agi d'un mini-art dans les années 70 en Tchéquie, en Tchécoslovaquie, dans les villes, en Provence, sur les champs, dans les forêts. Donc, comment, en quelle forme on pourrait le présenter? C'était finalement la présentation politique, mais pas directe, mais indirecte. C'était influencé par le printemps de Prague et par l'invasion des armes du pacte de Varsovie. Quelque chose de pareil, on a pu trouver seulement en Hongrie, comme par exemple Laszlo Békés va en parler. En Tchécoslovaquie, il s'est agi finalement d'une silence tacite avec les mini-gestes, la présentation de la protestation, que les normes, les nouvelles normes ont essayé d'arrêter tout. Dans la région de l'Amérique latine, vous ne trouvez pas les mentions concernant le printemps de Prague ou les autres événements, les événements de Paris, etc. Non. À l'époque, c'était le congrès de l'AICA qui s'est déroulé à Prague, juste pour vous illustrer cette période. Et la terreur qui a pris de la force. En 1968, à Rosario, il y a eu une exposition, Tucumán is Burning, c'est le titre de l'exposition, un seul jour. L'exposition est durée un seul jour à cause de la réaction négative des unités de sécurité de l'État. Et là, vraiment, il faut dire que les artistes ont été limités. Puis, il y a eu aussi la crise économique, la fermeture des petites entreprises, la fermeture d'autres usines importantes et donc le chômage et d'autres conséquences négatives économiques. À cause de la condition économique du pays, on peut voir aussi d'autres expositions avec ce thème ou avec ces suggestions où on présente la situation sociale du pays. Donc les artistes ne s'occupent pas de l'art en tel qu'art, mais comme une réaction politique à la situation qui s'est originée. Comme s'ils refusent l'art en faveur d'un engagement politique, d'un engagement social et politique. Donc ça, c'est une stratégie, une philosophie complètement différente.
En ce qui concerne le modernisme dans ces deux pays, dans ces deux parties du monde, on voit qu'il y a une différence très radicale. Dans l'Europe de l'Est, y compris la Tchécoslovaquie, le modernisme, l'autonomie de l'art a un caractère d'autoréflexion. Il n'y a pas trop d'engagement social, mais au contraire, il y a un refus de l'engagement social. C'est ça l'alternative au socialisme, au réalisme socialiste dans certains pays, par exemple comme l'Allemagne de l'Est. Donc c'est ça la réaction contre le système des valeurs politiques. L'art conserve son autonomie vis-à-vis de le pouvoir de l'État. Au moins pendant l'époque stalinienne, alors que dans l'Amérique latine, l'Amérique du Sud, il y a un autre système de valeurs. Le système de valeurs est différent et les instruments du pouvoir sont aussi beaucoup plus forts et l'art réagit avec une autre stratégie. Dans l'Europe de l'Est, la néo-avant-garde continue avec le système des valeurs artistiques comme opposition au pouvoir officiel, mais en Amérique latine, les artistes s'engagent directement de la politique. Du point de vue comparatif donc de l'histoire de l'art, on voit qu'il y a une différence très importante, une différence remarquable entre ces deux parties du monde. C'est pour cette raison que les artistes de l'Amérique latine, ils refusent le modernisme et ils s'engagent dans la politique. Alors que dans l'Europe de l'Est, les artistes conservent l'autonomie de l'art pour exprimer leur renoncement de cette doctrine dans le domaine de la culture, même s'il y a des différences pays par pays. Mais en général, on peut dire cela. Et enfin, toujours pour faire des comparaisons en ce qui concerne les approches périphériques dans l'histoire de l'art, on arrive en 89, la fin de la guerre froide, le début de la vraie mondialisation. Et pour l'histoire de l'art, on a un grand défi. Un défi qui dérive d'une description globale de l'histoire de l'art. Là, il faut se reposer la question, où est la place de la périphérie? Moi, je ne veux pas trop m'engager dans ces discussions maintenant, mais plutôt, je voudrais parler des bases politiques desquelles on part. Et je dois dire qu'il s'agit d'une sorte d'altermondialisation dans l'histoire de l'art. En ce qui concerne la discussion des courants principaux qui dominaient, il faut dire que même les périphéries ont eu la possibilité de s'exprimer et à l'occasion, je veux montrer une étude d'un des plus importants critiques de l'art. La fin de l'histoire de l'art. C'est une étude de cas avec un modèle de renaissance de l'art où on reprend l'approche de Cantor. Quand on voit l'histoire de l'art isolée par d'autres régions, comme par d'autres milieux, comme l'anthropologie, etc. Donc la fin de l'histoire de l'art, pas la fin des études, mais l'affirmation que tout ce qui a été fait jusqu'à cette époque-là, dans la traduction, n'était pas suffisant pour comprendre l'art. Et pour comprendre l'histoire de l'art. Mais aujourd'hui, il faudrait changer un peu d'approche et il faudrait considérer l'art mondial comme un art post-historique parce que la méthodologie de l'Europe occidentale n'est plus suffisante. Et ça vaut dans l'ethnographie européenne. À Karlsruhe, ils ont organisé une exposition qui s'appelle The Global Contemporary. Donc l'art après 1989 et le thème principal était que l'art mondial
est différente par rapport à l'art contemporain, à cette conception, à la conception d'art contemporain qui avait été appliquée jusqu'à ce moment-là. Il y a une conception modernistique de l'art qui est considérée avec une influence plus importante de la part des périphéries, des pays aussi de ce qu'on appelait le tiers-monde. Il y a aussi une différence entre ethnologie et histoire de l'art, moi je l'ai déjà dit, et puis il y a aussi une différence entre l'histoire du monde de l'histoire mondiale. L'histoire de l'art à niveau global, mondial, est vue dans un contexte nouveau. On parle aussi d'un héritage culturel, on parle d'un universalisme moderne. C'est les concepts, les notions les plus connues. Et John Anayon, dans son atlas de l'art mondial, a été une des bases principales pour la définition de ces notions. Donc, il y a une approche post-historique, ainsi dite, et dans la conception traditionnelle européenne de l'histoire de l'art, il s'agit surtout de l'expression de l'ethnicité. En ce qui concerne l'expression de l'artiste, on a ici une approche différente par rapport à l'application, à l'engagement des artistes des pays du tiers-monde. Et puis, il y a aussi une question d'hétérogénéité, de technologie moderne, de médias modernes, etc. Donc, quel est le résultat, l'influence de tout ça? Moi, je pense qu'en ce qui concerne le modernisme ou le postmodernisme, moi, j'appellerais cette notion comme alter-mondialisation. Qu'est-ce que ça veut dire donc, histoire mondiale de l'art? Il ne faut pas faire des recherches d'après les notions, les définitions traditionnelles, mais évidemment, on ne peut pas être trop libéraux dans l'interprétation aussi d'une façon néocoloniale, comme un nouveau roi, comme des nouveaux problèmes. Il faut bien analyser les différences, comme a écrit aussi Igor Zabel. Et Beltin n'a pas apporté des questions systématiques, des réponses systématiques à ces questions, mais plutôt il a proposé dans la Kunstgeschichte, dans le cadre de la Ende Kunstgeschichte, donc la fin de l'histoire de l'art, de repartir de l'art de la Renaissance, de la conception renaissamentale de l'art. Et bien sûr, dans l'œuvre de Belting, il parle aussi des débuts. Et quand on pense à son livre Florence und Bagdad, qui est aussi pas seulement en allemand, mais aussi en anglais et en français, ce livre a été publié. Et ce livre montre que les connaissances arabes sont aussi une base pour les perspectives européennes dans la Renaissance. Ce sont aussi des bases pour la conception occidentale de l'art. Elles viennent des pensées arabes. Elles ont un rôle important en termes de hégémonie. Donc on voit qu'il y a ces bases, des bases communes, et on parle aussi dans ce livre des rapports entre les cultures, des rapports qui n'ont pas été hégémonisés, dominés par le monde arabe. Et puis, on parle aussi de l'œuvre de Samuel Huntington, le milieu de la civilisation. Il s'agit donc vraiment d'un principe ou d'une approche alter-globalistique. Donc, dans ce sens, c'était le sens de mon petit discours, périphérie du monde, unissez-vous. Et maintenant, juste des points de vue politiques, des perspectives politiques qui dérivent de cette conception de l'art-mondialisation.
À la fin de mon texte, en relation avec les mémoriaux pour le 11 septembre, un projet a été élaboré pour que New York devienne une sorte de refuge, comme dans les textes bibliques, un monument qui montre cette ville comme le lieu de refuge, d'abri. Et l'auteur, à la fin de son texte, il parle de post-structuralisme et il dit maintenant il est le temps de se renouveler, d'avoir une nouvelle vision, de nouvelles constructions sociales, culturelles. Il est nécessaire de créer des nouveaux projets, des nouveaux mémoriaux, des nouveaux monuments, comme une partie intégrante du programme de l'émancipation. Et puis, il y a aussi d'autres discours, d'autres articles, comme celui de Wallenstein, qui proposent, au lieu de utopie, de parler de utopistique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que utopie est simplement une pensée, alors que l'utopistique est l'analyse des aspects sociaux, économiques, politiques, de la situation politique, dans le but d'arriver à des perspectives qui sont les meilleures pour le futur. Donc, il s'agit aussi d'une conception idéalistique du futur. La possibilité réelle se base sur des connaissances scientifiques et aussi on voit qu'à présent on est entré dans une phase où les choses anciennes, les choses vieilles périssent et on arrive à des choses nouvelles. On arrive à quelque chose de nouveau et tout dépend de nous. Ça, c'est l'opinion de Wallenstein. Quelle est donc la différence entre utopie et idéalisme? Moi, je ne comprends pas trop bien tous les arguments de Wallenstein, mais Wallenstein, quand il parle de futur, il parle d'une façon aussi spéculative. Moi, je suis sûr que nous pouvons faire quelque chose pour que le monde change. Mais en bref, il faut comprendre les projets alter-globalistiques, il faut les moderniser. Et en ce qui concerne aussi les circonstances géographiques, politiques, en ce qui concerne le développement social, il faudra voir si on partira des situations qui sont dans l'ouest, dans l'est ou du sud. Il faut prendre en considération tout ça pour avoir des approches alter-globalistiques comme une alternative au courant principal, ce qu'on appelle en anglais le mainstream. Et ça peut être un slogan de notre congrès d'aujourd'hui. Cette étude est aussi un pas en avant pour une nouvelle compréhension de l'organisation à niveau mondial. C'est pour cette raison qu'on a besoin d'une nouvelle recherche. C'est pour ça que j'ai choisi ce titre. Thank you very much for this very interesting and strong comparative lecture. First of all, between the Western modernism and the modern modernism, the other part of the world. And thank you very much for Idealistic Utopia. Du modernisme se trouvant dans les autres parties du monde. Je voudrais vous remercier pour cette utopie, la perception de cette utopie du point de vue périphérique. Si vous avez des questions. Sorry. No problem. I just wanted to comment that I find this extremely important. Je voudrais juste dire quelques mots. C'est très intéressant comme événement, mais je voudrais aussi souligner le fait que moi, comme je viens des États-Unis, peut-être d'une autre planète, on peut le dire comme ça, je voudrais juste dire que jamais m'ont dit
que le modernisme est né aux États-Unis. Nous avons toujours perçu comme l'apport des Européens qui sont partis, qui sont fuis au fascisme et qui sont venus, qui ont trouvé le refuge sur le territoire des États-Unis. Il s'agissait des gens de la France, de l'Allemagne, etc., des pays où, à l'époque, il y avait ce conflit et qui ont apporté le modernisme avec eux sur le territoire des États-Unis. Et en plus, la situation critique concernant la destruction de l'Europe. Si cet expressionnalisme abstrait ne l'a pas donné, ne l'a pas apporté sur le territoire des États-Unis. On n'a pas pu avoir. Rosenberg, qui était en critique illustre de l'art, a souligné ce type d'art. Par exemple, aussi le musée MoMA a commencé à parler tout récemment comment ces activités des artistes des différentes parties du monde étaient très importantes aussi sur le territoire des États-Unis, qui était très moderne, très progressiste dans ce domaine. Donc, je voudrais juste dire par cela qu'une certaine révision des artistes ou éventuellement le retour aux origines, on peut le noter aussi sur le territoire américain. On ne peut pas dire que ça n'existe pas ou ça ne l'a pas existé. Merci pour votre allocution. Je voudrais dire que les artistes européens ont fui devant le fascisme, pas seulement sur le territoire des États-Unis, mais aussi sur le territoire du continent sud-américain. Nous, malheureusement, et qui ont après, bien sûr, travaillé pendant les cours de l'histoire d'art, pendant les cours de mainstreaming. On parle souvent des artistes qui sont partis sur le territoire du continent nord-américain. Prenons par exemple le grand livre qui pourrait ou qui devrait couvrir tous ces événements artistiques de l'année 1900. Regardez qu'il n'y a pas de beaucoup d'artistes provenant des trous noirs. Ce problème existe encore, mais bien sûr que vous avez raison. Le MoMA, depuis quelques années, change son cap. Et il y a un projet très intéressant qui s'appelle AFP et qui se concentre sur ces artistes provenant des scènes non occidentaux. Il y a des sujets très intéressants qui sont liés avec ces activités. Par exemple, au Brésil, c'est le concrétisme. À l'Allemagne de l'Est, Fursus. Et au Japon, je ne me souviens plus de quelles activités s'agit-il, mais vous avez bien sûr raison si vous parlez de ces changements de cap de MoMA, par exemple. MoMA maintenant essaie d'intégrer des projets innovateurs, par exemple le projet Fluctus avec le MoMA. Celui-ci a ses origines de ce grand récit Fluxus East. Donc, merci en tout cas pour vos... Zuzana Bartošová, je parlerai français. J'espère que ce n'est pas une question pour les membres de AICA à aussi une autre langue que l'anglais. Je voudrais seulement dire une petite note. Ça veut dire que la charte 77 était fondée par aussi plusieurs des artistes, si on accepte que les écrivains, les dramatiques
sont aussi les artistes, parce que nous sommes vraiment dans un milieu où nous parlons à propos des artistes visuels, mais il faut savoir que les écrivains tchèques et aussi les théoriciens tchèques, on a vraiment fait un bagarre politique dans les années 70. En plus, aussi l'engagement des artistes slovaques, des artistes visuels dans la révolution de velours, nous connaissons Well, sure, thank you very much. You are the expert of this, and I'm absolutely acknowledge and appreciate Slovak artists. Oui, bien sûr. Nous apprécions les artistes slovaques depuis la fin des années 60, depuis le début des années 70. La scène artistique slovaque a été différente de la scène tchèque. Bien sûr que vous êtes l'expert ou le spécialiste le plus renommé. En tout cas, nous vous remercions pour vos propos. No, I shout. you referred to John O'Nien's World Art Studies. Vous avez mentionné John O'Nien's Art Studies. Est-ce que vous pouvez, dans le cadre de ce projet, nous en parler plus en détail en comparaison avec le projet Alterum globaliste que vous avez mentionné? Oui, c'était Niens qui a parlé de cette carte. Il s'agit finalement d'une grande carte. Je suis d'avis comme l'auteur de cette carte. Il s'agit finalement d'un certain patrimoine culturel qui a produit peut-être pas vraiment dans le cas de cette carte de John Niens, les facteurs importants, mais au moins on y parle du fait que le patrimoine mondial devrait être préservé, protégé dans le cadre de nos frontières du monde actuel. C'est le premier élément. Et le second élément un peu plus complexe, on y parle du fait que quand on étudie les activités de différents musées, souvent les experts disent qu'il s'agit de l'implémentation et de l'incorporation de ce patrimoine mondial dans un certain narratif occidental. Cette dame, cet auteur, on le connecte avec les collections à Louvre, par exemple. Souvent, les experts sont contre celui qu'on appelle la nouvelle conception muséologique. C'est leur réaction à cela. Ils veulent plutôt protéger les collections mondiales dans les musées. Par exemple, dans le musée, dans le British Museum ou dans le musée britannique ou dans le musée de Louvre, notamment. Et ils sont contre le retour de ces collections mondiales dans les pays d'origine. Ils sont plutôt pour leur conservation et protection dans les grands musées tels que Louvre ou British Museum. Donc, au sein des institutions dans les pays qui présentent le centre, les points clés culturels dans le monde de l'Ouest, dans la région de l'Ouest. Donc, ce n'est pas l'histoire de l'art, mais
l'étude de l'histoire de l'art. Donc, il s'agit finalement d'une partie intégrante de ce patrimoine mondial. On ne l'analyse pas dans le contexte historique, comme en certains patrimoines spirituels et culturels. Ces études interglobales, il s'agit finalement surtout des études historiques. On veut créer des relations entre les activités artistiques et en certains contextes concrets. Donc, je l'appellerai d'une cartographie artistique. On essaie de trouver des relations concrètes avec l'objet et le contexte. Ce sont ces différences dont vous avez posé la question. Il s'agit aussi d'une certaine scène spirituelle du patrimoine mondial. Anna Jens peut-être ne sera pas d'accord, mais comme vous savez bien, ce genre de choses ne l'intéresse plus. Elle a maintenant focalisé son intérêt sur des autres domaines. Donc, c'est vraiment le contexte historique, le contexte culturel, etc. qu'il faut